Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue encore et encore les bilans d'intersaison. Après les Philadelphia Eagles, donc les champions en titre hier, on a le droit aujourd'hui aux Cincinnati Bengals. Et du coup, dans la famille du Front Office, je suis accompagné par Alexandre cette fois-ci. Comment vas-tu, Alexandre ? Écoute, ça va très très bien. Première équipe de NFL qui n'a pas fait les playoffs et dont je suis invité pour en parler. Donc ça va être intéressant d'avoir l'avis de notre Savoyard préféré. Donc voilà, ça va être très très sympa. Est-ce que ça veut dire que ça commence du coup un peu la décadence des équipes ? Là, ça y est, tu vas commencer à avoir des équipes un petit peu moins bonnes, c'est ça ? On commence tranquillement par les Bengals, tu vois, quand même. On t'a mis bien. Exactement. Je sais que les Raiders sont pas encore programmés, donc pour l'instant, je commence à me poser des questions. Ça sera les derniers, je pense. C'est ça. Et du coup, pour parler des Bengals, on est accompagné par Stéphane. Salut Stéphane, comment Salut. tu ? Salut à tous, ravi d'être là. Ravi de venir t'accueillir parler pour une deuxième année consécutive, parce qu'on t'a eu, C'est ça. on t'a eu l'année dernière pour parler des Tigrous. Et puis du coup, on Oui. t'accueille une nouvelle fois cette saison. Présente-toi, vas-y, au niveau de ton compte Twitter, qu'est-ce que tu fais par rapport aux Bengals ? Comment t'es arrivé justement à apprécier cette équipe-là ? Ça fait combien de temps, etc. Les Bengals, moi j'ai 47 ans, donc du coup ça fait quelques années que je suis le foot US de façon plus ou moins assidue, puis que ça a été diffusé sur Canal+, en fait. Et donc un des premiers Super Bowl que j'ai vu, c'était les Niners contre les Bengals, et avec la défaite des Bengals contre les Niners de Joe Montana à l'époque. Et je me suis pris d'affection pour cette équipe que j'ai continué à suivre au fil des années. Même si j'avais des joueurs que j'appréciais dans d'autres équipes, comme moi j'étais un grand fan quand j'étais gamin de Dan Marino. Et donc voilà, mais j'ai toujours suivi les Bengals, j'ai toujours apprécié les Bengals et toujours été fan de cette équipe-là. C'est plutôt des bons moments à vivre, en tout cas, en tant que fan des Bengals. On est plutôt sur une pente... En ce moment, ça va bien. Ascendante mid, on va dire. Ouais, on a eu beaucoup de mid. On a eu beaucoup de mid parce que toutes les années, Andy Dalton, ça fait quand même pas mal d'années en playoff, mais sorti au premier tour. Donc, tu as toujours cet espoir déçu à chaque fois. Et c'est vrai que là, depuis qu'il y a Joe Burrow et Ja'Marr Chase, on a des gros espoirs. Donc après, on verra si on arrive si l'équipe arrive à les concrétiser un jour. Ok. Et niveau podcast, t'en fais aucun ? Alors, si. Donc moi, j'ai le compte Twitter France Bengals depuis un peu plus de 2 ans. Parce qu'il y avait vraiment personne de façon assidue qui le tenait. J'étais assez actif sur l'ancien compte qui était tenu par Clément, qui a un peu disparu ces derniers temps. Et comme il avait disparu et que j'étais assez actif, on m'avait demandé de prendre le relais. Donc, j'avais eu des messages privés qui me le demandaient. Donc, j'ai créé l'adresse France _Bengals. Et puis, du coup, ça fait plus de 2 ans que cette page est active et que j'alimente régulièrement. Et après, moi, je fais partie de l'équipe du Foot US Talk Show sur la chaîne Le Foot US de A à Z. Donc, je suis régulièrement sur les podcasts le mercredi soir avec Joe et toute son équipe. Ok. Joe qu'on va recevoir dans quelques semaines pour parler de ces Kansas City Chiefs. Il va avoir beaucoup de choses à dire, je pense. C'est cher Chiefs. C'est cher Chiefs, c'est ça. Avant de commencer, toujours la même chose, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux, Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, partout, @le Front Office. Et si vous ne l'avez toujours pas encore fait, rejoignez-nous sur le Discord également. On a dépassé la barre des 170, je crois, cette semaine. Donc on monte tranquillement. Et puis voilà, c'est toujours actif. Quand bien même, il n'y a pas grand-chose en NFL en ce moment, même s'il y a les OTA minicamps qui commencent. Voilà, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Si on enlève la partie signature d'Aaron Rodgers.
Mais là, on va pas parler d'Aaron, on va parler d'une autre équipe, donc du coup, les Cincinnati Bengals, qui ont fini la saison en 9-8, donc en positif, une nouvelle fois, comme l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Nous, au niveau de notre power ranking, on les avait classés 28e sur 32, donc on les voyait divisional, voire finale de conférence pour certains. Voilà, on peut dire, en tout cas au niveau du front office, qu'on a été un petit peu déçus par les Bengals, parce qu'on les voyait vraiment en playoff. J'ai commencé par Alexandre. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la saison de ces fameux Cincinnati Bengals? Saison décevante. Je pense que tu l'as très bien dit en introduction de cette équipe. Vous les voyez à l'époque assez haut et on avait tous des attentes, je pense, pour cette équipe. Forcément, avec 2 joueurs aussi extraordinaires que Chase et Burrow, tu es en droit d'avoir des attentes. Et on sait qu'il y avait d'autres joueurs aussi, Pro Bowler, All-Pro, etc., qui font partie de cette équipe, ou en tout cas qui ont le potentiel pour l'être. Donc il y avait des grosses attentes et force est de constater que cette équipe a été très bonne d'un côté du ballon, mais moins bonne de l'autre. Je pense qu'on se doute que justement, côté offensif, il n'y a pas eu trop de problèmes. Joe Burrow fait une saison type MVP. Honnêtement, tu regardes ses statistiques, là je les ai plus sous les yeux, mais je crois qu'il fait vraiment sa meilleure saison en carrière avec son plus petit total d'interceptions aussi et son plus grand nombre total de yards à la passe et de touchdowns lancés. Donc c'est vraiment une saison pleine et vraiment une saison de MVP. Il aurait pu être dans la course avec Lamar Jackson et Josh Allen qui a fini sacré ce dernier. Mais non, vraiment saison, je pense, frustrante du coup pour les fans des Bengals en tout cas, parce que tu vois ton quarterback qui fait une saison de ce type-là, mais tu vas même pas en playoff. Je pense que en tout cas, on identifie assez vite d'où vient le problème. Le problème est surtout défensif. Cette année, ils se sont pris quand même énormément de points en défense. 25 points, un peu plus de 25 points de moyenne par match. C'est ça, que ce soit sur le run, en tout cas sur la défense de course ou la défense de passe. La défense de passe, en tout cas, on n'a jamais l'impression d'avoir trouvé les solutions du côté des Bengals. Et je pense qu'il y a eu certains joueurs qui n'ont pas évolué dans le sens qu'on l'espérait. Donc voilà, saison frustrante parce que voilà, une grosse équipe quand même offensivement, mais défensivement, une équipe qui est un peu passoire. Et tu sais aussi que tu perds énormément de matchs avec moins de 7 points encaissés. Donc c'est quand même des matchs qui étaient serrés, ceux que tu perds. Donc il y a aussi ce facteur-là qui rend la frustration encore plus grande, je pense, parce que tu te dis que t'es pas passé loin, peut-être à une victoire d'aller en playoff en fait. Et il y a peut-être des matchs qui se sont joués à 1, 2 points. En tout cas, c'est vraiment des matchs serrés que tu as perdus et je pense que c'est dommage. Toi, Stéphane, ton ressenti en tant que fan de cette équipe, un petit peu la même chose sensiblement en tout cas là-dessus? Oui. Moi, c'est pas décevant que j'utiliserais, c'est frustrant. Parce qu'en fait, tu as une attaque explosive qui finit avec plus de 27 points de moyenne, pratiquement 28 points de moyenne par match, 27,8 points. Comme l'a dit Alex, et comme tu l'as dit aussi, 25 points encaissés en défense, 8 matchs perdus sur la saison, et sur les 8, t'en perds 7 avec 7 points au moins. La seule vraie défaite qu'on prend large, c'est contre les Eagles. Sinon, tous les autres matchs, on les a perdus par 7 points au moins. Donc, effectivement, en fait, plus que décevant, je dirais frustrant parce que tu te dis que sans dire d'avoir une défense top 5, il fallait juste avoir une défense qui prenait environ 7 points de moins par match. Et ton bilan, il n'était plus à 9-8, il était peut-être à 12-5 ou 11-6, mais en tout cas, tu étais en playoff, quoi. Et vu qu'on a généralement on démarre très mal nos saisons, donc ça, on peut s'interroger sur la gestion de la pré-saison, des matchs amicaux, des matchs de préparation et par le staff. Mais on les termine souvent très bien. Et là, encore une fois, on fait un run en fin de saison de plusieurs victoires d'affilée, mais malheureusement, on part de trop loin. Et donc, il y a une vraie frustration à la fin, en fait. Il y a une vraie frustration. Tu as une attaque explosive qui a gagné en variété. Tu avais un nouveau coordinateur offensif avec Dan Pitcher qui a amené un design de jeu plus varié, où il place les joueurs différemment. Ça a été mis en avant par Chase en conférence de presse. Tu as un bureau au top de sa forme. Tu as Chase qui fait la triple couronne. Tu as Hendrickson qui est leader en sac.
Donc, tu as un des meilleurs quarterbacks, tu as un des meilleurs receveurs, tu as un des meilleurs edge rushers de la ligue. Et pourtant, tu ne vas pas en playoff. Donc, oui, il y a une vraie frustration. Tout ça, effectivement, à cause d'une défense qui est catastrophique et qui a précipité le départ d'Anarumo, en fait, qui n'arrivait pas depuis 2 ans à enrayer parce que c'est pas que de cette année que la défense est catastrophique. Ça date déjà l'année dernière. Les stats défensives étaient déplorables déjà l'année dernière. Et il n'a pas réussi à redresser la situation ou enrayer cette descente de niveau de la défense, alors que moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont quand même plus ou moins de qualité. C'est ça, en termes de statistiques, en nombre de yards pris à la course à la passe, c'est fond du deuxième tiers, voire début du troisième tiers. Donc on est vraiment sur une équipe relativement bas de tableau défensivement. Tu le disais, hein, difficile de débuter les saisons. Très sincèrement, j'ai l'impression que votre saison alors, je ne vais pas dire qu'elle se termine dès la première journée, mais en tout cas, vous n'allez pas en playoff potentiellement à cause de la première journée. Cette défaite-là contre les New England Patriots, je suis plutôt bien placé pour en parler. 16-10 contre une équipe quand même qui a fait une saison assez désastreuse. C'est compliqué. Tu disais justement qu'il y avait des manques de potentiellement préparation sur les matchs de pré-saison. Chase était arrivé en boudant parce qu'il y avait encore ses problèmes contractuels. Il était peut-être un petit peu blessé, ou en tout cas hors de forme. Et tu peux pas démarrer une saison comme ça en ayant 3 défaites consécutives, quoi. C'est pas possible quand une équipe qui vise les playoffs. Alors, c'est bien de faire des runs de 5 victoires, effectivement, comme ça a été le cas cette saison. Mais de se prendre comme un boulet les 7 ou 8 victoires que tu peux avoir sur les 13 premières journées, c'est compliqué derrière, quoi. Après, moi, je pense que oui, effectivement, Chase, il a pas fait une bonne préparation parce qu'il boudait. Maintenant, je pense sincèrement que même sans Chase, tu dois battre les Pats, en fait. Oh, bah oui, complètement. Mais et en même temps, tu regardes le match et 99 fois sur 100, tu le gagnes. Donc, ça a été un tu perds coup de pas, chance tu perds pas aussi. contre les Pats parce qu'il n'y a pas de Chase ou parce C'est qu'il ça. n'est pas en forme. Il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer, et notamment cette gestion des intersaisons qui je sais pas ce qu'il fout. Il a dit qu'il en avait pris note et qu'il espérait cette année changer ça. Mais Zach Taylor, je crois que ça fait 6 ans qu'il est là. Ouais. Si tu prends ses résultats en week 1, week 2 depuis qu'il est là, en fait, il a, je crois, qu'une seule victoire. Ouais. La stat, elle est terrifiante. Ça, du coup, elle est ressortie suite justement à cette défaite-là. Il est genre à 1-11 sur les week 1, week 2 depuis qu'il est head coach des Bengals. Et forcément, tu pars. Ces dernières années, on attaquait à 0-2 et on commençait à gagner en 3e journée. Là, la 3e journée, on la perd encore, on se retrouve à 0-3. Enfin, oui, tu ne peux pas démarrer des saisons en ayant ce train-là de retard. Maintenant, malgré ces 3 défaites-là, si tu as une défense, tu finis en positif quand même, en fait. Parce qu'il y a des matchs que tu ne dois pas perdre dans l'année, sur le reste de l'année, il y a des matchs que tu ne dois pas perdre. Tu ne dois jamais les perdre. Tu ne peux pas perdre un match en marquant 38 points, en fait. Attends, je te retrouve la stat vite fait. On a marqué 6 matchs où on a marqué plus de 30 points. C'est quand même pas mal. Et bien, sur ces 6 matchs, on en perd 4. Je les ai sous les yeux. Il y a 11 matchs où tu marques plus que 24, où tu encaisses plus de 24 points, en fait. Et il y en a 7 où tu en prends plus de 35. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais de toute façon, c'est ce qui a, en tout cas, créé vraiment amené le départ de votre coordinateur défensif durant cette intersaison. Là, c'était plus possible, comme tu le disais, ça faisait 2 ans que on ne savait pas où cette défense allait. Et même si tu as Hendrickson qui fait quand même sa meilleure saison de carrière, c'est pas possible, comme tu dis, de ne pas savoir être au moins une équipe mine en défense, tu vois, ou en tout cas amener des choses qui permettent à ton attaque de gagner les matchs et de ne pas créer encore plus de pression à ton offense qui en a déjà beaucoup. Donc ça, c'est toujours un problème. Moi, je sais que je l'ai vécu pendant longtemps aux Raiders, où on avait une attaque qui était un peu potable, mais il y avait une défense catastrophique. Et c'est vraiment ça aussi qui nous tuait. Et vous, c'est encore un degré plus impressionnant parce que vous, votre attaque, elle est vraiment explosive. Et même en faisant ça, vous n'arrivez même pas à aller en playoff. Donc c'est, comme tu dis, c'est frustrant en fait pour les fans des Bengals, mais même pour les fans NFL de ne pas avoir les Bengals en playoff. C'est quand même toujours dommage parce que tu te dis que c'est une équipe qui a réussi à battre Kansas City quand ils étaient en forme. Tu sais que c'est une équipe qui a ce potentiel pour aller créer
elle est amenée des super matchs de playoff. Donc, c'est vraiment dommage, en fait, de ce point de vue-là. Et moi, juste pour terminer là-dessus, j'en veux un peu à Zach Taylor, en fait, sur l'année dernière, où je pense que, en fait, si à un moment donné, tu arrives à te comporter comme un vrai head coach et pas. Je pense que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à ses amitiés. Et ses coordinateurs, c'était ses potes, en fait. Il n'a jamais viré Callahan, alors qu'on pouvait reprocher certaines choses sur le design de Callahan où c'était que de l'attaque verticale et il y avait très peu de variété. Et en fait, il a attendu qu'il parte sur un poste de head coach pour le remplacer. Et il n'a jamais voulu prendre une décision sur Anarumo. Et je pense que cette année, tu as la fenêtre en fait pour le virer à la bye week. Et tu sais que tu as des mecs sur le marché, que tu as Saleh qui vient de se faire virer des Jets, tu as des mecs qui sont disponibles. Putain, mais vire-le et appelle Saleh et lui dit viens faire une pige avec nous sur 6 mois. Enfin, pas sur 6 mois, mais viens nous aider, quoi. Et je suis sûr que si tu prends cette décision-là, tu fais venir un mec, un vrai cordeau défensif, je suis sûr que tu vas en playoff. Ouais, c'est possible. Puis Saleh était parti en plus aux Packers pendant justement le laps de temps avant qu'il retourne aux Niners avec l'attaque des Packers, avec justement cette vision-là du mec défensif. Donc, c'est-à-dire qu'il était dispo pour avoir un rôle de coordinateur moins, quoi. Ouais, voilà. Viens en assistant head coach, ou je sais pas, tu viens, mais tu fais venir quelqu'un, quoi. C'est ça. Là-dessus, toi, sur la saison, est-ce que tu as un match représentatif? On va dire en off, on en a parlé un peu, donc 2 matchs représentatifs de la saison des Bengals. Ouais, bah pour moi, les 2 matchs qui sont représentatifs de la saison des Bengals, c'est ceux contre les Ravens, où tu perds le premier à la maison 41-38 après prolongation. C'est ce match-là où Lamar Jackson il rafute Sam Hubbard, c'est celui-là hein ouais, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là où en fait c'est une attaque marque, l'autre répond. Enfin voilà, mais encore une fois, voilà, c'est un match que tu perds en mettant 38 points. Donc pour moi, il est symptomatique de la saison. Et le match retour, c'est la même. C'est la même, sauf que tu ne vas pas en prolongation, mais tu le perds 35-34. Donc encore une fois, tu perds un match contre un concurrent direct pour le poste de vainqueur de division. Ouais. Et tu perds ces 2 matchs-là. Et ces 2 matchs-là, si tu ne les perds pas, s'ils te changent la phase de ta saison déjà, mais surtout, ils sont symptomatiques de ce qui a bien marché, ce qui a mal marché cette année, quoi. C'est marqué sur l'ensemble des 2 matchs, tu marques plus de 70 points à la défense des Ravens. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi ça cette année. Mais par contre, voilà, tu es capable d'en prendre 76 sur 2 matchs. Et alors que tu as réussi sur le premier match à limiter Derrick Henry jusqu'aux prolongations à moins de 50 yards. Alors même le deuxième, il fait 68 yards. Mais tu prends quand même plus de 70 points sur les 2 matchs. Ouais. Donc, voilà, c'est attaque superbe, défense catastrophique. Et c'est notre saison. Alors, on ne peut pas enlever. Sur le deuxième match, il y a eu une tentative à 2 points. On est suffisamment à critiquer les coachs en disant bon, allez pas en prolongation. Si vous mettez un TD, tentez-le à 2 points, il ne reste plus longtemps. Ça n'a pas fonctionné. Mais effectivement, ça reste de. Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Là-dessus, ouais. Tu le tentes, ça marche pas, tant pis, en fait. Ouais. Surtout que 2 semaines avant ou 3 semaines avant, tu as perdu en prolongation contre eux. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça peut se comprendre. Et en plus, elle est discutable, l'action, en plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été discutables, parce qu'on peut parler de la semaine 2 contre les Chiefs. Hein. C'est une chose. En fait, ouais, effectivement, il y a eu ce sentiment-là que la saison des Bengals s'est jouée à 2-3 petits tournants dans 2-3 matchs, finalement. C'est horrible de se dire ça. Il est sévère. Ouais, le flag contre les Chiefs, il est sévère. On va pas en reparler, parce que c'est pas l'épisode des Chiefs, mais il est... Ouais. Le face mask sur Burrow, sur la tentative à 2 points, sur la conversion à 2 points, il est... Ouais. Tu peux... Enfin, voilà. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est passé, on va pas refaire l'histoire, mais... Plus que la conversion à 2 points, c'est cette incapacité, en fait, à neutraliser défensivement l'équipe adverse, quoi.
À tenir un score, en fait. Quand tu Ouais. sens que tu es bien offensivement, à tenir un score, effectivement. Puis tu vois, contre les Panthers, on joue les Panthers à une époque où ils étaient encore au fond du gouffre. On prend une valise de points. On les bat, hein, mais on prend une valise de points malgré tout. Enfin, tu vois, tu dis, il n'y a pas un match où ça aurait pu... où tu peux dire, bah tiens, ouais, là, la défense, elle a bien tourné, quoi. Même contre les Raiders, vous prenez 24 points, c'est dire. Ouais, Franchement, non mais... ouais. C'était clairement une balle. Hein. Franchement, ouais. Franchement, là, c'est même pas vraiment. Mais c'est même pas un compliment pour nous. Non, Vu non, comme on a mais été catastrophique, non, franchement. Bon, après, on s'en prend 42 derrière. Donc. Puis tu le voyais sur le terrain, il y a des fois, les mecs, ils étaient préparés pour défendre la course, ça passait. Ils étaient préparés pour défendre la passe, ça courait. Tu avais l'impression que Anarumo, il était à côté de ses pompes totalement, quoi. Et puis les mecs, ils savaient plus quoi faire sur le terrain, en fait. C'est fou quand tu penses au niveau de la défense qu'il y a eu il y a 3-4 ans, quand vous faites au run au Super Bowl, où là, la défense était à l'opposé de ce qu'il y a actuellement. C'est assez dingue. Mais en fait, ce qui était différent à l'époque, c'est qu'il arrivait à faire des ajustements à la mi-temps. Ouais. Et que pendant très longtemps, on a été une équipe qui ne prenait pas de touchdown en seconde période. Bah, la finale de conférence contre les Chiefs, justement, que vous remportez avant d'aller au Super Bowl, c'était ça. Hein. Il y a eu 0 point d'encaissé sur la deuxième mi-temps. Et l'année d'après, on a eu une série overtime, de matchs du coup, l'année d'après. L'année d'après, c'est en overtime, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est là où vous prenez les 3 points, parce que je crois que c'est un field goal qui permet aux Chiefs d'aller au Super Bowl. Ouais, parce qu'il y a Mahomes qui est poussé alors qu'il est sorti du terrain par Joseph Ossai. C'est ça. Ok, donc on a bien compris au niveau des besoins. Offensivement, ça tenait plutôt la route. Est-ce que toi, tu avais des besoins prépondérants avant justement l'ouverture de la free agency et de la draft? Moi, j'avais listé... un poste à besoin, ouais. Moi, j'avais listé plusieurs besoins, parce que j'ai fait un article pour le Foot US de A à Z où j'avais listé les besoins de l'off-season. Et pour moi, le gros besoin, c'était en dehors des re-signatures et de régler les cas personnels. C'était d'arriver à tirer des noms en défense d'une manière générale, puisqu'on avait des besoins sur tous les rideaux, que ce soit la D-line, le linebacker ou le backfield. Et si possible, arriver à renforcer malgré tout cette ligne défensive pour devenir meilleur contre la course, qui est quand même un énorme point faible depuis 2 ans. Et surtout quand tu évolues dans une division où les 3 équipes qui sont contre toi, tu es un peu la seule équipe qui passe et les 3 autres, c'est le court. Parce que, bon, c'était quand même peut-être un peu moins pour les Steelers de cette année, mais les Ravens, les Browns et les Steelers, ça court. Et sauf que toi, tu es une des pires équipes de la ligue contre la course. Donc, il fallait vraiment déjà, ne serait-ce que pour pouvoir matcher dans ta division, renforcer ta ligne, renforcer ta défense contre la course. Voilà. Okay. Mais globalement, oui, les besoins, c'était défense, et puis les postes de garde offensivement. C'est donc pour ça que pendant l'intersaison, vous avez fait 2 grosses extensions, en défense donc, comme on l'a dit, donc 2 receveurs, parce que ça va aider à prendre moins de points. Jamar Chase et T. Higgins, ça a été un petit peu la petite histoire avant la free agency, le franchise tag sur T. Higgins. Avant de commencer, qu'est-ce que tu en as pensé là-dessus? Est-ce que tu es d'accord avec les moves? Est-ce que c'est surpayé? Est-ce que ça, toi, ton impression globale justement sur ces 2 signatures? Enfin, je demanderai à Alexandre. Bon, Chase, je pense pas qu'il soit surpayé. De toute façon, chaque année, ça augmente. Chaque année, ça prend les contrats prennent des claques et l'année prochaine, il y aura sûrement un mec qui gagnera plus que ce que Chase a gagné. Et tout en étant moins fort que lui. Donc, c'est un peu comme les quarterbacks, en fait. Tu as une extension des contrats, enfin, une augmentation des contrats qui font que, à la limite, son contrat... c'est pas... En fait, le problème de contrat de Chase, c'est pas le fait qu'il soit signé à ce prix-là cette année, c'est qu'en fait, tu aurais dû le signer il y a 2 ans, quoi. Bah surtout, en fait, si tu le signais en début de saison, je crois que tu aurais pu négocier quelque chose comme tu l'aurais mis comme le receveur le mieux payé et tu le re-signes un petit peu avant Justin Jefferson. Bah, tu vois, Justin Jefferson, il est passé à 35. Tu as Myles Garrett aussi qui est passé après. Enfin, tu vois, je trouve que le fait d'avoir attendu a augmenté aussi sa valeur. Et ça, je trouve c'est aussi dommage parce que derrière, ça aurait pu, t'aurais pu économiser quelques dollars en fait. Je pense mais ça, on est tous d'accord avec ça. Et il y a plusieurs problèmes chez les Bengals. Il y a un problème défensif sur le terrain, mais aussi un problème au niveau du general manager et du front office.
Et surtout quand tu sais que tu peux le signer il y a 2 ans, de toute façon, ça écrase pas son contrat rookie. Donc, tu prends pas de risque, en fait. Tu as un des meilleurs receveurs de la ligue, tu n'es pas obligé d'attendre la 5e année de son contrat pour le re-signer parce que tu vas le re-signer au prix du marché de la 5e année, en fait. Alors que si tu le signes il y a 2 ans, tu le signes pour peut-être 5 à 10 millions de moins par saison. Et ça t'apporte une certaine flexibilité. Ouais. Donc, ça, c'est très, très mal géré. Après, voilà, il a été signé cette année. Maintenant, c'est bon, on n'en parle plus, c'est fait. Et puis, il est signé au prix de cette année. Et voilà. Après, moi, personnellement, Higgins, je pensais qu'il allait partir. Je ne pensais pas qu'il resterait. Donc, pour moi, tu avais drafté ses remplaçants il y a 2 ans avec Iosivas ou Charlie Jones, un des deux. Et Iosivas a montré qu'il était celui qui allait sûrement pouvoir le remplacer un jour. Donc, j'avais pas de souci avec son départ. Ils décident de le re-signer. Bon, c'est leur choix. C'est un parti pris. J'aurais pas forcément fait ça. Faudra vivre avec. Voilà. J'aurais pas fait ça. J'aurais mis du pognon sur la défense, en fait, moi, à la place. Okay. Mais je suis pas general manager des Bengals et malheureusement, il y a déjà quelqu'un qui a ce poste-là. Je pense qu'on a tous été surpris au moins de la re-signature de T. Higgins. Toi, Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé justement un petit peu les feux de l'amour un petit peu entre les trois, entre Burrow qui faisait un push pour dire faut garder les 2 copains, etc. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de toute cette histoire? Stéphane l'a dit, je pense que les contrats sur tes 2 receveurs, tu les gères mal. Tu peux peut-être même essayer de, pourquoi pas, signer T. Higgins il y a quelques années, tu aurais peut-être pu le faire aussi. Là, tu décides d'activer le tag une 2e année consécutive aussi. Je me demande en fait dans quel but, et je me demande aussi en fait derrière, du coup tu vas le garder pour 1 an, mais je me dis si tu as eu des possibilités de trade, pourquoi ne pas les avoir saisies? Parce que là, tu te diriges vers une situation où en fait tu vas le perdre à la prochaine free agency et tout ce que tu vas en récupérer au maximum, non, il est signé. C'est le 3e tour. Oui, il est signé pour 2 ans, 3 ans. C'est pas un 2e franchise tag, quoi? Non. Et au début, il l'avait tagué parce qu'il voulait justement. En fait, ils l'ont tagué parce qu'il voulait pouvoir négocier. Renégocier son contrat. Négocier avec lui, en fait. Oui. Et non, il a re-signé pour 4 ans, là. Ok, j'avais des mauvaises sources, excusez-moi. Chase et Higgins, en fait, ont tous les 2 été re-signés pour 4 ans. D'accord, parce que j'avais pas le contrat de Higgins sous les yeux, c'est pour ça que je me demandais si c'était pas un 2e tag. Mais mais du coup, voilà, c'est vrai que du coup, avec ce 2e contrat, ce 2e contrat signé à un gros receveur, tu perds quand même la flexibilité que tu peux avoir pour les re-signatures avec un Trey Hendrickson et pour possiblement, comme tu l'as dit Stéphane, rajouter d'autres free agents qui pourraient améliorer ta défense. Et ça en soi, c'est vrai que tu en as parlé, Iosivas, moi je voulais le mentionner aussi, mais je trouve qu'il a fait vraiment une bonne saison en tant que receveur 3. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment un beau potentiel en tant que receveur numéro 2 même d'une équipe, pourquoi pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à développer. Bon, après, visiblement, on aura la paire Chase Higgins pendant des années. Et ça en soi, ça va être une des forces de l'équipe, indéniablement. Mais bon, au détriment de quoi? Au détriment peut-être du poste de garde, au détriment de la D-line. Tu en as parlé, Stéphane, qu'il fallait renforcer. Voilà. Là, on voit aujourd'hui, on est encore dans la période où il y a des problèmes de contrat avec Trey Hendrickson qui a toujours pas signé. Tu te dis que peut-être l'argent que tu as mis sur Higgins aurait pu aller sur Trey Hendrickson. Alors oui, Trey Hendrickson est un peu plus vieux, mais bon, tu as déjà une arme super solide en Ja'Marr Chase. Tu sais que tu peux trouver toujours des petits receveurs à la draft et que tu as un talent comme Joe Burrow qui peut faire exploser d'autres mecs. Tu as aussi des mecs comme Charlie Jones, Burton que tu avais signé au 3e tour l'année dernière. Donc voilà, c'est vrai que mon interrogation se situe plutôt de ce point de vue-là, sur la stratégie globale, comme tu l'as dit, de votre general manager. Bon, passer les extensions, du coup, au niveau de la free agency, vous avez quand même tenté quelques coups. Nous, on a ressorti les 4 joueurs avec le plus gros average au niveau des salaires. Donc, on a le defensive tackle Tedaret Slayton, l'inside linebacker en provenance des Eagles, Oren Burks, le garde centre Lucas Patrick et le running back de retour à la Casa, Samaje Perine. Est-ce que toi, du coup, tu as parmi ces 4 noms, ou peut-être d'autres noms, soit de joueurs qui ont intégré l'effectif, soit de joueurs qui sont partis, sur lesquels tu estimes que c'est plutôt bien pour l'équipe, qu'ils soient justement soit arrivés, soit partis?
Alors, techniquement, non, nous n'avons effectivement signé que ces 4 joueurs-là. Il n'y en a pas eu d'autres. Après, il y a eu des re-signatures. Hein, voilà, mais. Alors, moi, je pense qu'il peut y avoir une bonne surprise dans ce lot-là. Et je pense que ça peut être TJ Slayton. Okay. Qui, en fait. Alors, au moment où il a signé, il y avait les stats qui étaient sortis, mais en fait, en défense contre la course, il avait des super stats à Green Bay. Alors, il n'était pas titulaire tout le temps. Donc, l'échantillon n'est pas non plus immense. Mais quand il était sur le terrain, c'était bon, en fait. Donc, on va voir cette année avec un mec qui va être titulaire donc en defensive tackle ce que ça va donner. Mais je pense que ce mec-là peut être une belle surprise. Et après, Perrine, pour moi, c'est anecdotique. En fait, il revient parce qu'il connaît la maison, mais il va être running back 3, je pense. Derrière, voire même 4. Parce qu'en fait, on a Zach Moss qui est toujours là, qui n'a pratiquement pas joué l'année dernière parce qu'il s'est blessé au niveau de la nuque. Mais on a donc Chase Brown, Zach Moss, on a le gamin qu'on a signé à la draft, là, Taj Brooks. Et je pense qu'il est juste là pour faire le nombre et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit coupé à un moment donné dans la saison, soit sur le practice squad. Je ne suis pas sûr qu'il joue beaucoup. Et Orenburg, c'est un peu comme TJ Slayton, quoi. C'est des mecs, en fait, ils ont fait des bonnes choses quand ils étaient sur le terrain, mais comme ils n'étaient pas souvent sur le terrain, en fait, tu peux pas non plus sauter au plafond en disant putain, c'est une super signature, je suis hyper content. Mais voilà, on se raccroche à ce qu'on peut et ce qu'on peut, c'est cet échantillon qu'on a où sur le terrain, c'était pas mal. Ouais, puis en plus, Slayton, il va t'apporter, comme tu dis, sur ta D-line, tu as toujours BJ Hill, tu as drafté au 2e tour l'année dernière Murphy, comment il s'appelle, Jenkins, pardon, et McKinley Jackson. McKinley Jackson et Jenkins, donc tu as toujours 2 joueurs à développer, mais lui au moins t'apporte un certain plancher en termes de défense contre la course qui est non négligeable en vrai dans cette défense. Tu sais que c'était un de tes plus gros besoins en défense. Et moi je trouvais cette signature plutôt solide, hein. Comme tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va se raccrocher un peu à ce qu'on a, mais en soi je trouve que c'est pas inintéressant. Alors après, il sera pas titulaire sur les 3 tentatives, hein. Je pense à un mec surtout sur les 2 premières. Mais voilà, on va voir ce qu'il peut apporter aux côtés des joueurs que j'ai cités, donc ça peut être pourquoi pas intéressant de voir s'il fait augmenter en tout cas le niveau de cette escouade sur cette défense de course. Ouais, surtout que McKinley Jackson, il a fait il a bien progressé au fur et à mesure de la saison, il a fait quelques bonnes choses et je pense que ça peut être une saison où on va le voir un peu plus et prendre plus d'ampleur, alors que Jenkins a été un peu plus décevant. Et au niveau des départs, est-ce qu'il y a un joueur que tu veux ressortir on va pas parler d'Alex Capa aux Raiders, parce qu'il me semble que tu en es plutôt content de t'en être débarrassé. Mais ouais, en fait, c'était lui qui allait... On a signé un vrai mec, les gars. Lui, il a eu la triple couronne aussi. Il a eu la triple couronne, mais pas dans le bon sens. En plus, il est projeté starter chez nous. Non, il a été catastrophique. Ce qui est vraiment très bizarre parce qu'en fait, sa première saison, elle était plutôt bonne. Voire même sa deuxième, mais là ça fait 2 saisons où il était abyssal. Donc on est assez content qu'il soit parti. Sheldon Rankins est parti, c'était une erreur de casting. Donc voilà, merci pour tout et puis au revoir. Non, après, au niveau des départs, on a la petite larme à l'œil, c'est Sam Hubbard qui est parti, qui est à la retraite, qui était chez nous depuis qu'il avait été drafté, mais qui est surtout un mec de l'Ohio, de la banlieue de Cincinnati. Et voilà, c'était le Cincinnati Kids, comme le commentateur le dit quand il récupère le fumble sur le match de playoff contre les Ravens et qu'il part marquer le touchdown. Donc voilà, c'était un peu d'émotion quand il annonçait sa retraite. Maintenant, on perd un mec à 4,5 sacs de moyenne, je crois, par saison. Donc, c'est pas non plus, sportivement, c'est pas non plus une grosse perte, quoi. C'est vraiment un mec de la région, parce qu'il avait fait sa carrière universitaire à Ohio State. Ouais, à l'Ohio. C'est vraiment un mec de l'Ohio, quoi.
Ah ouais, puis lui, il avait le sang Tigrou. C'était vraiment le mec du club, quoi. Pour toi, Alexandre, du coup, un départ ou voilà, un mec où tu es peut-être un petit peu déçu aussi de le voir arriver ou de le voir partir. Alors, arriver avec 4 joueurs, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sur un départ ou autre. Bah, c'est le dernier départ en date, hein, on l'a vu, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, c'est Jermaine Pratt qui Ouais. vient de quitter les Belgas, en tout cas il a été cut. Après avoir, il sortait quand même de saisons un peu moins bonnes que ce qu'il avait montré auparavant. Donc voilà, et on sait, vu que les investissements qu'ils ont fait, notamment via la draft sur cette position, je pense que son départ était annoncé depuis maintenant un petit moment d'ailleurs. Donc je pense que voilà, c'est peut-être ce départ-là qui me marque un petit peu plus, même si on le sentait venir. Et comme l'a dit Stéphane, Sam Bard, légende de l'Ohio et des Bengals. Mais en tout cas, non, joueur vraiment de devoir et qu'il faudra remplacer parce que c'était quand même, mine de rien, un très bon joueur contre la course. Donc Ouais. à ne jamais sous-estimer. Ouais, puis je pense que dans un Un vestiaire, leader, hein. c'était une âme. Mhm. C'était voilà. Pour Pratt, il avait demandé Ouais. son transfert. Enfin, il avait demandé d'être transféré dès la Oui, fin bon, de saison. on sait tous où il va Je signer. Hein. pense que Direction l'Indiana avec son copain Lou, et puis voilà. ouais, c'est fort possible, ouais. Mais non, et puis il avait mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Un gros salaire. Et il avait demandé son transfert. Et on pense voilà, que la franchise voulait essayer de tirer quelque chose au moment de la draft. Ok. Faire un Avoir échange au récupéré moment un de la asset draft ou avant la ok. draft. Et je pense qu'ils n'ont pas duré comme pour Hendrickson. Parce que moi, je pense qu'Hendrickson, ils n'ont jamais eu l'intention de le re-signer. Vraiment. Et qu'ils en espéraient quelque chose au moment de la draft. Un premier tour, voire un deuxième. Je pense qu'ils n'ont pas eu les offres qu'ils voulaient. Et pour Pratt, c'est pareil. Et voilà, donc du coup, n'ayant pas eu les offres, ils l'ont cuté. On espère pour vous que ça ne sera pas la même chose pour Trent Erickson, parce que bon, ce serait quand même une sacrée perte. Surtout pour le nouveau Non, coordinateur. mais ils le feront jouer. Enfin, à un moment donné, il jouera, quoi. Enfin, il va falloir s'il veut un contrat, il faudra qu'il revienne jouer, en fait. Oui, de toute façon, à un moment donné. Puis, je crois que s'il y a 3 ans, c'est les Chiefs avec Chris Jones. Ça a fait la gueule toute la saison. Il voulait un nouveau contrat. Et puis, il l'a eu. Il n'a pas joué la week 1. Et puis, ça s'est décidé entre la week 1 et Ils la avaient week perdu 2. contre les Lions, ils ont dit bon, ok, on va peut-être te payer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors après, s'il y a une défaite en première semaine des Bengals, bon, question d'habitude, on ne remettra pas en question. Voilà, on mettra pas en question la signature d'Hendrickson. Au niveau de la draft, donc je vais récapituler les picks. Au premier tour, avec le pick 17, vous avez pris Shemar Turner, le edge de Texas A&M. Avec le deuxième tour, le pick 49, Demetrius Knight Jr., linebacker de South Carolina. Avec le troisième tour, pick 80, Dylan Fairchild, le garde de Georgia. Avec le tour numéro 4, pick 119, Barrett Carter, de nouveau un linebacker, cette fois-ci de Clemson. Avec le tour numéro 5, pick 153, Jalen Rivers, offensive tackle de Miami. Et enfin, au sixième tour, pick 193, on l'a déjà évoqué, Taj Brooks, le running back de Texas Tech. On a fait, nous, un bilan des drafts par division avec Alexandre et on les a classés en tout dernier de la classe, en tier D, avec un qu'est-ce qu'ils ont fait. Encore. On peut mettre encore et ça viendra avec les Packers, bien sûr. Je laisserai Alexandre en parler. Juste de mon côté, c'est vrai que j'ai mis un énorme point d'interrogation et voilà, ma note a vraiment été basée sur au moins le premier tour avec Shemar Stewart, que voilà, c'est un pick que j'apprécie absolument pas pour les raisons qu'on a évoquées. Manque de pass rush du côté des Bengals, et moi je trouve que c'est clairement pas un joueur qui répond là-dessus, parce que vous avez déjà tenté des profils de ce style-là et que ça n'a pas fonctionné. Donc c'était vraiment moi mon biais pour les mettre vraiment tout dernier. Je laisse Alexandre en parler et reprendre peut-être d'autres picks s'il le souhaite. Non, t'en as bien parlé, hein. Pour moi, Shemar Stewart, c'est un reach. Alors, c'est pas que le joueur manque de talent, au contraire, il en a beaucoup du talent. Par contre, pour moi, il faudra énormément de temps avant qu'il atteigne son plein potentiel. Et j'ai l'impression qu'il rentre un petit peu dans cette case de joueurs qu'on a vu récemment passer. Comment s'appelle, Trevion Walker, Tyree Wilson, ce genre de joueur un petit peu freak, athlétique, vraiment incroyable, hein. On sait qu'il a fait un score athlétique, je crois un des meilleurs depuis ces dernières années au combine.
Et c'est un joueur, quand tu regardes ses tapes un petit peu à Texas A&M, tu vois quand même un joueur qui base son pass rush essentiellement sur un seul move, le bull rush, et sur beaucoup de stunts, donc à savoir vraiment sa capacité à perturber la poche, mais en prenant des angles en n'étant pas face au joueur qui lui a signé, hein, donc en essayant d'aider par exemple le defensive tackle à l'intérieur, etc. Donc sur ça, vraiment, il a vraiment des qualités intéressantes. Son bull rush est plutôt vraiment pas mauvais, mais quand tu es en NFL, baser vraiment ton succès que sur ce bull rush, ça va pas vraiment l'aider, je pense, à terme. Il faudra qu'il développe un arsenal bien plus conséquent en ce sens. On verra s'il arrive à le débloquer, en tout cas dans les années futures. On sait que c'est un joueur qui est ultra athlétique, donc qui a un bon premier pas et qui peut donner du fil à retordre au lineman adverse, mais surtout sa qualité première pour moi c'était sa défense de course, ce qui est quand même une des raisons pour laquelle je pense que les Bengals l'ont pris, hein, c'est sa défense de course, il va aider sur cet aspect-là, et tu as perdu Sam Hubbard aussi, donc je pense que tu essaies de remplacer ce que Sam Hubbard t'apportait à ce niveau-là. Mais voilà, moi vraiment ce que je regrette, c'est qu'il y avait beaucoup de pass rushers que je trouvais bien plus intéressants, qui avaient pour moi un meilleur plafond. Je pense notamment à James Pierce, qui pour moi aurait pu être excellent dans cette défense. Même un Nick Scurton, hein, qui est encore plus jeune que chez Mark Stewart et qui a tout autant de potentiel avec plus de production. Parce que j'en ai pas parlé, mais en université, chez Mark Stewart, c'est 4 sacs et demi. Donc sur ces 4 années, hein, c'est pas sur sa dernière saison, hein, c'est sur ces 4 années à l'université. Donc pour moi, c'est une production qui est vraiment insuffisante pour un premier tour, et je trouvais ça en soi dommage d'aller chercher un joueur. Enfin, un premier tour, tu essaies d'avoir des prospects un peu safe. Là, c'est pas le cas. C'est pour ça que je l'évalue avec un deuxième tour talent. Mais voilà, je suis un petit peu déçu sur ce pic-là. Et puis après, il y a aussi la deuxième. Enfin, pour moi, là, ce qui m'a déçu aussi, c'est le fait d'avoir pris un deuxième linebacker. Parce que tu prends déjà un Demetrius Knight au deuxième tour. Alors moi, j'aime bien le joueur, hein. Je sais que j'étais un de ceux qui critiquera pas ce choix-là, parce que je l'avais assez haut sur mon board. Et Tu pour moi, l'avais call très rapidement dans le process draft, effectivement. je l'avais call assez tôt. En tout cas, c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui, je pense, peut être un vrai capitaine de défense et peut t'apporter aux côtés de Logan Wilson. Donc ça, pour moi, ça peut être un vrai bon duo de linebacker. Et on sait aussi que Al Golden, de ce que j'ai entendu dire, aimait bien, enfin, en tout cas, le nouveau coordinateur défensif aimait bien avoir 3 linebackers sur le terrain. Mais je me pose aussi un petit peu la question quand même, d'aller chercher Barrett Carter juste après. Alors après, voilà, tu avais d'autres besoins défensifs. Je pense le besoin de cornerback et safety, par exemple, n'ont pas vraiment été adressés sur cette draft. Tu vas rechercher un deuxième linebacker et visiblement, c'est pour jouer, hein, justement avec ce troisième linebacker que tu aurais sur le terrain. Moi, personnellement, j'avais le sentiment en tout cas que cette défense était plutôt faite pour jouer de la nickel, donc avoir un joueur plutôt slot cornerback, donc un peu plus fin qu'un troisième linebacker, on va dire. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'a un petit peu déçu, même si on sait que Taj Brooks, pour moi, je trouve que c'est une bonne pioche en fin de draft. Donc voilà, il y a quelques petits choix qui restent quand même mine de rien sympas, c'est pas des mauvais joueurs, mais c'est sur la stratégie plutôt globale, et c'est vraiment ce premier tour qui pénalise, on va dire, la notation qu'on a mis, moi et PA, sur cette draft des Bengals. Stéphane, toi, ton avis justement là-dessus? Oula, vous avez un peu de temps? Bien sûr. On a toute la soirée. Alors, plusieurs choses. La première chose, donc je partage totalement l'avis en fait que cette draft n'est pas bonne. On est tous d'accord pour dire ça. Dans la communauté Bengals, on est tous d'accord pour dire ça. Je pense que cette draft n'est pas bonne. Et l'évaluation de cette draft fait on évalue cette draft comme mauvaise à cause des 2 premiers choix. Parce que je pense que si tu fais 2 autres choix au premier et au deuxième tour, mais si tu gardes ceux qui ont été faits après, en fait, la draft, elle est bonne. Tu prends, moi, je suis un grand fan de James Pierce Jr. Tu prends James Pierce Jr. au premier tour et tu prends le safety Xavier Watts. Xavier Watts au deuxième, et tu prends tous ceux que tu as pris derrière au 3e, 4e, 5e, 6e. Est-ce que vraiment tu considères que la draft des Bengals elle est mauvaise? Excellente. Non, ouais, je suis d'accord. Non, je pense pas. Tu vois, je pense pas. Et tu vois, en fait, c'est ça en fait qui est frustrant. Encore une fois, qui est frustrant, c'est que c'est pas que tu draftes mal, tu draftes les bonnes positions, mais tu draftes pas les bons joueurs. Après, oui, effectivement, on peut dire on aurait pu prendre un safety ou un cornerback.
Plus un safety qu'un cornerback d'ailleurs. Mais oui, chez Mark Stewart, putain, mais prends pas lui, quoi. T'as James Pierce qui est encore là, t'as Nick Scotton qui est là. Enfin, prends un mec t'es là pour gagner maintenant, t'es pas là pour gagner dans 3 ans, en fait. Donc, prends pas un mec que tu vas mettre 1 ou 2 ans ou 3 ans à développer, même si c'est un monstre, en fait. Et comme tu l'as dit, t'as fait la même connerie il y a 2 ans avec Miles Murphy que t'as jamais réussi à développer. Alors, certes, c'est plus le même staff défensif. Donc, peut-être que le nouveau staff défensif va réussir à développer ce que le staff d'Anarumo n'a pas réussi. Parce que Anarumo est parti, mais il n'y a pas que Anarumo qui est parti. C'est tout le staff défensif qui est parti. Il a viré le cordeau défensif, il a viré le coach de la D-line et le coach des linebackers. Je crois qu'il n'y a que le coach des defensive backs qui est toujours là. Donc peut-être que ce nouveau staff va réussir à les développer, mais prends pas un mec comme ça. Tu as d'autres gars qui sont plus sûrs. Moi, je voulais pas de Mike Green. Okay. Pour moi, mettre un premier tour sur un mec qui a un potentiel casier judiciaire comme ça, c'est trop risqué. Voilà. Donc ça, c'est mon... J'ai rien contre le joueur, mais pour moi, il y avait trop de risques. D'ailleurs, il y a 32 équipes qui n'ont pas voulu C'est ce prendre qu'il ce a fait risque au descendre, premier de tour. toute façon. Son talent est vraiment Voilà. à un niveau de premier tour, mais comme tu le dis, son casier, entre guillemets, ses problèmes judiciaires l'ont fait descendre et il n'y a pas de problème sur ça, quoi. Au deuxième tour, tu prends un linebacker. Alors, toi, Alex, t'es haut sur lui, mais le consensus est beaucoup plus bas. Ça, c'est vrai. Et en gros, tu prends pas le bon linebacker, en fait. Techniquement, trop tôt. Tu le prends trop tôt. Si à la place de ce mec-là, tu prends un safety où tu vas prendre Ted Redledge, le garde de Georgia, bah pareil, ta draft, tu la visualises différemment. Après, bon, une fois que tu as fait ces 2 choix-là, tu vas prendre Fairchild au 3e tour, qui est le garde avec le plus haut taux de passe protection. Donc, c'est pas déconnant. Moi, j'ai rien contre ça. Barrett Carter, j'aime beaucoup. Le tackle de Miami au 5e, je connais pas, donc je vais pas faire un avis sur lui. Mais a priori, de ce qu'on en a lu, c'est un mec qui jouera. Enfin, on ne sait même pas s'il va jouer tackle, mais peut-être qu'il va rentrer dans la rotation de garde. Mais bon, voilà, je ne peux pas mettre d'avis sur lui. Et Taj Brooks, tout le monde dit que c'est un super running back. Mais tu as tes 2 premiers choix qui font que ta draft, elle est pourrie, en fait. Ouais, c'est ça. Puis en plus, je ne l'ai pas précisé, mais tu vois, un Demetrius Knight, quand bien même j'adore le joueur, en tout cas, moi, j'aimais beaucoup. Je crois que c'était un de mes linebackers numéro 1 sur mon board, je crois. Mais c'est un joueur qui a 25 ans. Et ça, en soi, moi, je sais que quand j'évaluais les prospects à ce moment-là, j'évaluais que leur niveau spécifique et pas la projection. Mais quand tu regardes la projection, pour moi, normalement, je le voyais partir plutôt fin de 2e, vraiment 3e, ou vraiment. Pour moi, c'était un joueur du 3e tour, parce que justement, son âge, 25 ans, va aller le faire descendre. Et là, tu sais que c'est un joueur qui va devoir s'adapter à l'NFL. Alors, je pense qu'il va pas mettre beaucoup de temps à s'adapter, parce que visiblement, je pense que c'est un joueur qui peut être starter assez rapidement. Mais par contre, tu sais que tu vas l'avoir sur 5 ans et que visiblement, un deuxième contrat rookie, un deuxième contrat derrière à la suite de son contrat rookie, il aura déjà 29 ans à ce moment-là. Donc, pas sûr que ce soit une signature en priorité de ce point de vue-là, quoi. Et pour continuer sur ça, par contre, tous les profils, c'est des profils que Golden a choisis. Il voulait Stewart, il est persuadé qu'il peut en faire une machine de guerre. Et il était un grand fan de Demetrius Knight. Et globalement, ce que veut Golden, effectivement, on va passer en 4-3, puisqu'avant, nous, on joue en 4-2 et avec après 5 defensive backs. Ouais, c'est ça. Si je compte bien. 4-2-5. Ouais. Oui, c'est ça. Et là, on va plus passer en 4-3 et des fois, il y aura peut-être Daxton Hill qui sera en nickel cornerback qui va peut-être interchanger avec le 3e linebacker. Mais il voulait essentiellement des profils pour 2 choses. Pour lutter contre la course. Donc, tous les choix qui ont été faits, que ce soit Stewart, il va rentrer dans une autre case, mais Demetrius Knight, Oren Burks et TJ Slayton, c'est que des mecs qui ont été pris parce qu'ils étaient forts contre la course. Demetrius Knight, il veut en faire, en fait, comme tu l'as dit, un perturbateur. Donc, il veut le faire jouer pour qu'il aille perturber la ligne et libérer, en fait, des espaces pour que les edge puissent
saquer et qu'il n'y ait pas qu'un seul edge qui sac, qu'il n'y ait pas que Trey qui soit fort en stats à ce niveau-là, mais qu'on ait aussi un deuxième edge rusher qui fasse plus de 10 sacs dans la saison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tes 2 premiers tours, ils ne s'entraînent pas. Ça, c'est un gros problème, ça aussi, je voulais y revenir, mais ça aussi, c'est comme tu l'as dit en début d'émission. Parce que ton front office est nul, ton propriétaire est un radin, et que donc tu essaies de tirer tout ce que tu peux tirer sur les contrats, et qu'aujourd'hui, tu as 2 mecs qui disent « Moi, j'ai pas de garantie si je me blesse, j'ai pas de garantie sur ci ou ça, donc tant que mon contrat il est pas signé, je ne m'entraîne pas. » Et là, on attaque le deuxième camp d'entraînement, et ni Stewart, ni Demetrius Knight n'ont mis un pied sur le terrain. En fait, c'est ça qui est tellement perturbant, quoi. Donc ouais, peut-être que ces mecs-là, ils vont être starters, mais ils vont être starters quand ? Parce que déjà, ils ont raté 2 sessions de blocs d'entraînement, là. Donc, tu as fait 2 choix. Tes 2 premiers choix, ils sont nuls. Ils sont nuls dans le choix des joueurs et ils sont nuls sur la façon dont tu les gères depuis. Et là, il y a encore eu des tweets qui sont sortis puisqu'il y a Shemar Stewart qui a été interviewé dans le vestiaire où la situation elle est en train de se tendre de ouf. Et les mecs, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont mettre un pied sur le terrain. Et aujourd'hui, tes 2 premiers choix, ils sont invisibles sur le terrain. Et là, c'est un peu dommage parce qu'en fait, impact. c'est un peu. J'ai l'impression que tout le monde va un peu tomber sur Shemar Stewart parce que justement, on était tous en train de dire oh, le riche de fou, machin, regardez les stats. Alors qu'effectivement, ça traîne depuis déjà de nombreuses années que le front office et le propriétaire des Bengals sont quand même très radins. Tu l'évoquais effectivement sur les contrats rookies. Ils voulaient enlever, je crois, ou en tout cas ne pas mettre de garantie si les joueurs étaient blessés. C'est aussi normal que des joueurs en sortie d'université se battent pour ces contrats et c'est pour le coup pas forcément pour défendre Shemar Stewart, mais c'est pas le premier à qui ça arrive et il y a déjà eu d'autres joueurs draftés par les Bengals qui ont eu la même situation et qui avaient aussi un petit peu boudé leur contrat. Donc voilà, c'est pas propre à lui, mais effectivement ça amène encore, ça apporte encore plus d'huile sur le feu avec déjà ces sélections un petit peu douteuse ou qui laisse un peu perplexe les médias américains en se disant bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est une équipe qui est censée jouer le Super Bowl en fait, vraiment faire un run et prendre des joueurs qui sont prêts en fait, vraiment sur l'année 1, c'est peut-être ce qu'on peut le plus reprocher finalement. Potentiellement Demetrius Knight pourrait rentrer dans cette case-là, même si voilà, peut-être pris un petit peu trop haut, mais voilà, d'avoir des mecs qui sont encore trop bruts que tu dois devoir perfectionner alors que tu es censé être une équipe qui doit gagner maintenant vu les contrats qui ont été donnés justement pendant les extensions à T. Higgins, à Ja'Marr Chase, c'est ce qui fait un peu grincer les dents quand même, plus la situation contractuelle chez Shemar Stewart, où là, pour le coup, lui, il y est pour rien, il défend son beefsteak, et il a bien raison là-dessus. Ah non, mais moi je lui reproche ouais, pas. C'est vraiment sur le côté justement proprio des Bengals, ça rajoute encore un truc. Ouais. Il peut pas y avoir une intersaison tranquille pour les Bengals. J'ai l'impression c'est un peu la même histoire que ce qui s'était passé avec les Niners, où tu avais toujours Deebo Samuel qui faisait la tête pour son contrat, puis après c'est un autre joueur. Là, tous les ans, là, depuis 2-3 ans, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça respire pas de la sérénité, quoi. C'est fatigant. Ça doit être très fatigant. C'est usant. Voilà. Ça a commencé avec Jesse Bates, ça s'est poursuivi l'année d'après avec Jonah Williams. L'année dernière, c'était Chase. Il y a eu aussi Bureau qui avait signé une semaine avant le début de la saison son contrat. Enfin voilà, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. On est encore mi-juin. Cette année, c'est très, c'est les rookies. On va espérer. Là, t'as attaqué les camps obligatoires et t'as tes 2 potentiels edge rushers titulaires qui ne s'entraînent pas. Ni Trey Hendrickson, ni Shemar Stewart. Pour une équipe qui a fini. Pour l'instant, tes edge qui sont sur le terrain, c'est Joseph Osei et Miles Murphy. Pour une équipe qui, on le rappelle, a fini pas très très bon sur le nombre de sacs. Si en plus tu enlèves le nombre de sacs de Trey Hendrickson, là c'est vraiment le dernier de la ligue, quoi. Donc ouais. C'est compliqué à gérer. La gestion d'une équipe de football américain semble assez compliquée quand c'est les Bengals, effectivement. Mais on va rester positif. Malgré tout, on a une saison 2025 qui va arriver, on espère rapidement, parce que là, le temps va être un petit peu long. Du coup, on a le schedule pour 2025. Amusons-nous à faire une projection sur le bilan. Donc,
Pour dire un petit peu les équipes, donc les premières rencontres, ça va être les Browns en week 1. Deuxième semaine, les Jaguars. Troisième semaine, les Vikings. Quatrième semaine, les Broncos. Cinquième, les Lions. Sixième, les Packers. Septième, les Steelers. Huitième, les Jets. Neuvième, les Bears. Bye week en semaine 10. Ça, on pourra peut-être en reparler. Je trouve ça plutôt bien dans une saison d'avoir une bye week. Milieu de saison, voire dernier tiers. Ça reprend avec les Steelers en semaine 11, Patriots, Ravens pour les 2 semaines suivantes, 12 et 13, Bills en semaine 14, Ravens de nouveau en semaine 15. Là aussi, je pense qu'il y aura la discussion. Semaine 16 avec les 10, semaine 17 avec les Cardinals. Je te laisse commencer, toi, ton bilan, ta projection là-dessus. Tu vois combien de victoires, combien de défaites pour les Bengals? En partant du principe qu'ils perdent les 2 premiers matchs de saison régulière, bien sûr. Franchement, vu les équipes, s'ils perdent les 2 premiers, ils ont perdu contre les Patriots l'année dernière, je te rappelle. Non, franchement, ils affrontent les Browns et les Jaguars. S'ils commencent à perdre les 2 premiers, il faut se dire qu'il y a une malédiction quelque part, honnêtement. Non, mais en vrai, alors, on a beaucoup tapé sur eux sur cette off-season, mais il ne faut pas oublier, en fait, on est exigeant avec les équipes qui, pour nous, sont des équipes qu'on espère en fait aller en playoff, voire même pour nous qui doivent aller au Super Bowl. Parce que pour moi, les Bengals, c'est ce genre d'équipe. C'est une équipe qui a une fenêtre du Super Bowl qu'il faut, on va dire, garder entrouverte. Parce que là, elle est en train de se refermer dangereusement. Là, par chance, ils ont fini avant-dernier de division, donc ils ont un calendrier, j'ai envie de dire, un peu plus abordable, j'ai l'impression. En tout cas, de ce que je vois dans leur calendrier. La première partie, en tout cas, est un peu plus abordable que la deuxième. La deuxième, il y a quand même des équipes. Il y a toujours les Ravens et les Steelers qui sont toujours compliqués, mais tu as les Bills qui sont pas simples et les Cardinals qui, je pense, vont monter un petit peu plus que ces dernières années. Mais en soi, il y a quand même un calendrier qui est plutôt, enfin, relativement, je vais pas dire simple, parce qu'aucun calendrier NFL est simple, mais relativement abordable. Donc pour moi, je pense que c'est une équipe qui ne va pas pouvoir faire pire en fait aussi défensivement. Je mise aussi sur une continuité en attaque, donc une équipe qui carbure toujours en offense. Et je mise aussi sur l'arrivée du nouveau coordinateur défensif pour faire progresser des joueurs. Donc voilà, moi je pense que c'est une défense qui peut surprendre en attendant, en espérant aussi que Trey Hendrickson puisse signer un contrat ou en tout cas jouer avec l'équipe, que Stewart et Demetrius Knight puissent signer enfin leur contrat rookie. Mais voilà, si ces 3 joueurs-là sont à même d'aider leur équipe, en tout cas en attaquant le début de saison, moi j'imagine bien une saison à potentiellement 10 victoires. Moi, c'est pas impossible d'aller chercher 10 victoires, sachant que tu as une offense qui est une des meilleures de la ligue. Et même si tu as une défense qui est pas terrible, tu sais que tu as un calendrier un peu plus abordable que l'année dernière. Donc, moi, je pense que c'est jouable. Stéphane, avant de te laisser parler, moi j'oscille entre 11 et 12. Je sais, je suis toujours très haut pour les Bengals. La preuve sur nos power rankings. Et 11 et 12, je me dis que c'est faisable. Stéphane, je te laisse évoquer ça. Oui, je serais parti sur un 11-6, effectivement. Mais par contre, cette année, il faut vraiment gagner les 2 premiers matchs. Parce que si tu es à 0-2, derrière, le Vikings, Broncos, Lions, il peut vite te retrouver à 0-5 en fait. Et là, bah, du coup, tu dis au revoir à la saison assez rapidement. Hein. Donc voilà, là, il ne faudra vraiment pas avoir de retard à l'allumage. Mais si effectivement il y a cette équipe qui est prête dès la week 1, soit dit en passant, on fait comme il y a 2 ans, hein, on prend les Browns à la première, à la dernière journée, exactement comme on a fait sur la saison 2023-2024. On arrivera donc peut-être à arriver à taper au-delà des 10 victoires et d'être en play-off. Et une fois qu'on est en play-off, vu comme on a une tendance à être toujours assez performant en fin de saison, je pense qu'on peut encore envisager un run en play-off comme on a pu faire les 2 fois où on y allait ces dernières années. Et effectivement, le gros facteur X de notre saison, ce sera donc l'impact de Al Golden sur la défense, qui est venu avec un nouveau coach donc, de la D-line, avec donc c'est Jerry Montgomery, et puis un nouveau coach des linebackers. Et ne pas négliger aussi que dans ceux qui sont partis l'année dernière, il y a eu aussi
Pollack, le coach de la ligne offensive, qui donc n'arrivait pas à faire progresser et à faire en sorte qu'on ait une ligne malgré les investissements qui soient potables, parce qu'on ne peut pas dire que les Bengals n'ont pas investi sur la ligne sur les 4-5 dernières années. Pourtant, cette ligne était toujours aussi poreuse. Et donc là, on a un nouveau coach O-line qui est un disciple de Bill Callahan, qui est donc Scott Peters. Et donc, on espère aussi que de ce point de vue-là, ça va s'améliorer. Et si la ligne offensive s'améliore, si la défense s'améliore, je pense qu'on peut viser encore. On peut avoir de l'espoir sur cette prochaine saison. Ok. T'en penses quoi du week 13, 14, 15, l'enchaînement double Ravens avec les Bills au milieu? Tu me parles pas du week 12 contre les Pats? Non, non, parce que ça c'est une défaite pour les Bengals, bien sûr. Mais non, c'est vrai que c'est enchaînement. C'est l'avantage aussi, c'est que derrière il y aura trois autres matchs, donc avec les Dolphins, les Cards et les Browns. J'estime à l'heure actuelle, c'est toujours la même chose, que ces 3 matchs-là doivent être remportés. Mais c'est vrai qu'on en saura plus de la saison des Bengals si effectivement il n'y a pas de défaite pour commencer la saison, bien sûr. Mais ça peut vraiment être des matchs bascules. Le double Ravens et les Bills, tu l'as évoqué, les 2 matchs contre les Ravens, toujours compliqué parce que match de division, vous connaissez parfaitement. Et les 2 derniers, malgré la saison un peu 1-1 et ce qu'on peut dire une très bonne saison des Ravens l'année dernière, il y a un match qui s'est fini en overtime avec 3 points de différence et un autre match qui s'est fini à 1 point de différence avec la tentative de 2 points. Donc ça reste toujours des matchs extrêmement serrés entre les deux. Est-ce que cette année, tu arrives en topper 1 Les Bills, à voir aussi ce que ça peut donner, finalement, la fin de saison, elle peut ressembler un petit peu à la fin de saison dernière, en étant un petit peu plus dans le positif, en étant moins à courir après toutes les défaites accumulées sur le début de saison. Et effectivement, tu peux viser beaucoup mieux que ce que tu as eu sur les 2 dernières saisons. C'est une impression, c'est la même chose, c'est une impression sur le papier. Maintenant, la réalité du terrain, surtout au mois de novembre-décembre, on sait que ça peut être compliqué à domicile et à l'extérieur parce qu'il commence à faire froid, il commence à y avoir des blessures. Mais c'est vrai que voilà, au mois de juin, à l'heure actuelle, quand tu regardes le calendrier, il a l'air un peu plus abordable effectivement que les d'autres équipes de la division, notamment les Ravens et les Steelers. Et que la fin de calendrier, oui, il y a les triples rencontres avec les 2 équipes qu'on a évoquées, mais les 3 dernières équipes doivent te permettre d'arriver bien si tu es en course pour les playoffs. Je pense que tu peux partir dès la week 11, puisque le match de division à Pittsburgh, déjà, il va être important. Tu as ce petit match contre les Pats qui peut être un peu plus facile dans cette série-là de 5 matchs. De 4 matchs, pardon. Non, de 5 matchs. Et puis parce qu'après, oui, effectivement, le Pittsburgh à Pittsburgh et la double confrontation contre les Ravens et le match contre les Bills, ils peuvent décider si tu finis en 9-8 encore comme l'année dernière ou si tu finis en 12-5 ou 11-6. Et puis surtout, il peut décider du classement dans la division. Puisque tu vas aller jouer à Pittsburgh et 2 fois les Ravens, donc tu vas peut-être asseoir soit ton titre de division, soit asseoir, définitivement perdre tes chances pour le titre de division. De toute façon, il va falloir pour vous arriver à la bye week et être en positif. Hein. Parce que moi, je pense que votre calendrier à la bye week, tout à fait. Tu as Browns, tu as Jaguars, tu as les Vikings qui ont quand même des incertitudes avec McCarthy. On ne sait pas quel niveau il aura. Ça peut toujours être une interrogation. Les Packers, c'est pas ceux qui ont fait la meilleure off-season non plus. Et tu as les Jets et les Bears qui peuvent être des équipes de votre niveau. Enfin, les Jets un peu moins forts que les Bears quand même. Mais voilà, moi je pense que tu as large moyen de finir en positif à la bye week. Et après, comme je le dis, tu as l'enchaînement un peu compliqué de la week 11 jusqu'à la week 15. Et tu finis quand même avec 3 matchs qui sont abordables sur la fin de saison. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je mettais un petit 10 victoires. Parce que voilà, ça peut faire. Votre défense peut surprendre si ça clique et si le coordinateur défensif fait bien mieux que son prédécesseur. Et tu finis par 2 matchs à domicile. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Ouais. Mais je pense que on peut peut-être envisager d'être à un 6-3 à la bye week. Et
et pouvoir avoir un peu de marge, un peu des matchs joker sur la deuxième partie de saison. Mais contre les Ravens, c'est toujours serré. Les Bills, ces dernières années, à chaque fois qu'on les a joués, on les Oui, a c'est battus vrai. en playoff Mm. ou en saison régulière. Donc, on a un peu la clé contre eux. On a un peu la clé contre Josh Allen. Donc, à voir. C'est un peu comme les Chiefs. C'est des équipes qu'on arrive à jouer droit dans les yeux et on leur pose toujours des problèmes. Donc voilà. Mais effectivement, il faudra bien gérer cet enchaînement de la week 11 à la week 15. Ne pas perdre contre les équipes qu'on doit battre et puis arriver à les taper celles Et qui sont à essayer au notre niveau. maximum de ne pas laisser d'influx nerveux. Tu vois, je pense par exemple à week 12, week 13, il n'y a que 4 jours de différence entre le 23 novembre et le 27 parce que c'est le match de Thanksgiving. De la même manière, je pense que j'ai pas le calendrier des Ravens sous les yeux, mais je pense qu'ils jouent de la même manière en week 12, 4 jours avant. Donc les deux équipes, voilà. Ça, logiquement, contre les Patriots, oui, ça devrait être un match accessible. Et du coup, si derrière, tu peux justement reposer tes cadres pendant le quatrième quart-temps ou autre, en tout cas, ne pas laisser de blessures ou trop d'influx avant ces confrontations-là. Ça sera au niveau du coaching staff qu'il faudra se pencher, bien sûr. Tout à fait. Top. Et ensuite, du coup, si ça va en playoff, parce qu'on a posé la question sur l'épisode d'hier avec Victor Roulier et les Eagles. Donc, même question. Toi, tu as la visibilité ou tu as l'espérance d'aller en playoff. Si c'est en playoff, quel est ton objectif ou quelle est ta projection? Très bien, c'est bon. Au moins au Super Donc, on Bowl. aura donc un Super Bowl, Non, c'est non, annoncé. Eagles-Bengals. Parce que c'est les deux derniers épisodes et voilà. Donc, c'est bon. Ouais. Malheureusement, je pense qu'encore une fois, nous perdrons contre les Eagles au Super Bowl. Non, mais déjà, je pensais que si cette année, on allait au Super Bowl, en playoff, on allait jusqu'au bout. Ouais. On allait jusqu'au bout. On allait jusqu'au Super Bowl. Puisqu'on allait justement jouer les Bills au Divisional. Et on a la clé pour les battre. Et j'étais persuadé qu'on était en capacité de les battre. Derrière, je crois que ça nous est joué les Chiefs. Alors, il devait y avoir du coup un tour de wildcard avant. Mais du coup, divisional et final. Le wildcard, c'était les Bills, pardon. En divisional, on jouait les Chiefs, vu les classements. Et ensuite, finale de compte, du coup. Et puis après, la finale de conférence, ça aurait été contre les Ravens, je pense. Si tu croises tout. Si la logique était respectée. Et puis, taper les Ravens à Baltimore, on a montré qu'on pouvait le faire. Donc, qu'on n'aurait pas été loin de le faire cette année. Et je pense qu'on aurait pu faire un run pour aller comme il y a 3 ans. Déjà 3 ans. 4 ans même, pardon. 2021. 2021, 2020. Ouais, c'est ça. Ouais. Le Super Bowl qui s'est joué en 2022. Ouais, à Los Angeles. Top. Écoute, merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir. Je rappelle où on peut te retrouver donc sur X, sur France_Bengals et puis sur le foot US de A à Z le mercredi. Ouais, sur l'émission Le Foot US Talk Show, sur la chaîne du foot US de A à Z avec toute la bande à c'est sur YouTube, c'est ça oui. C'est sur YouTube et sur Twitch. Ok, top. En live les mercredis soirs à partir de 21h généralement. Oui, bien sûr. En période de saison, là on fait rien en ce moment, mais les gens se reposent. Vous boudez pour vos contrats. C'est clair, on récupère. Alexandre, merci beaucoup. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Très bientôt. Très bientôt, ouais, très bientôt. Ouais. On va pas spoiler, hein. Mais c'est encore une bonne équipe. Dans des émissions, non, c'est pas une très bonne équipe. Bon, on pourra en reparler. C'est une équipe qui a pris James Pierce, joueur voulu par Stéphane. Ouais. J'étais fan de lui. Tu m'étonnes. Beaucoup d'équipes et beaucoup de supporters aussi n'ont pas compris pourquoi il était descendu. Nous, on se retrouve dans 3 jours pour débriefer la off-season des Houston Texans. Là aussi, il y a beaucoup de choses à en dire avec au moins Alex et notre ami houstonien. D'ici là, portez-vous bien. Bonne écoute le matin ou le soir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!